tous. Donc, je m'appelle Lara Kerbelec, je suis interne au CHU. C'est mieux comme ça ? Au CHU de Tours. Et je vais vous présenter donc une cohorte de patients atteints d'une surdité liée à l'X de type donc, DFNX2 pour Deafness X-Link, à partir donc, d'une série de 38 patients. Donc, rapidement, donc, la surdité liée à l'X de type 2 a été décrite pour la première fois en 1971, donc ce qui remonte un peu par Nernst, qui a rapporté une famille avec 10 hommes atteints d'une surdité mixte profonde, avec une atteinte vestibulaire associée et chez qui un patient avait eu une chirurgie qui montrait une fixation de l'étrier et qui retrouvait également un geyser limbiratique lors de cette chirurgie. Donc c'est lié à une surpression au niveau de l'oreille interne et qui entraîne un jaillissement de LCR et de périlymphe lors de la chirurgie. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres études qui ont publié donc, le phénotype auditif de ces patients qui a un petit peu évolué. Donc la surdité peut être mixte ou de perception, elle est modérée à profonde et généralement d'apparition prélinguale avec des malformations de l'oreille interne qui sont variables. Donc je vous ai mis ici une représentation d'une coupe axiale de scanner d'une oreille de morphologie normale. C'est bon, j'ai le pointeur. Donc avec ici le modilius qui est en fait la partie centrale de la cochlée autour duquel s'organisent les spires et l'aqueduc de la cochlée, l'aqueduc du vestibule qui est ici et le vestibule ici et ici on voit une partie en fait des canaux semi-circulaires. Donc ça c'est ce à quoi doit ressembler une oreille interne de manière normale. Chez les patients, ça ressemble plutôt à ça, donc avec une dilatation importante du conduit auditif interne, avec une malformation de la cochlée et généralement une séparation incomplète en fait, entre la cochlée et le vestibule. Le gène associé à ce syndrome a été découvert en 1995 par De Kock et il est situé dans la région XQ2.1. C'est une région en fait, de 3 mégabases qui est très pauvre en gènes mais riche en éléments régulateurs, ce qui est relativement logique vu que le gène POU3F4 est un code un facteur de transcription. Cette région, vous la retrouvez ici, donc avec les éléments régulateurs connus de ce gène. Et ici, c'est le premier gène en fait, homomorbide qui est retrouvé. Et celui-ci est impliqué dans les troubles du neurodéveloppement. En dessous, vous pouvez voir une représentation schématique du gène et de la protéine avec ces 3 domaines fonctionnels. Le domaine N-terminal qui correspond en fait à probablement à l'activité transcriptomique de ce gène, ainsi que les domaines POU spécifiques et l'homéodomaine POU qui, eux, vont permettre la liaison spécifique donc, de cette protéine sur sa séquence cible d'ADN. L'objectif de cette étude, c'était déjà de caractériser le phénotype clinique et le génotype dans une série de patients, parce que si le phénotype au niveau auditif est bien décrit, généralement les données sont manquantes pour tout le reste de ces patients. Et on a pu observer chez certains patients qu'on suivait des troubles du neurodéveloppement. Donc on voulait définir également de manière plus précise le rôle de POU3F4 dans le phénotype neurodéveloppemental. Par la suite, rechercher donc une corrélation phénotype-génotype et puis, in fine, aboutir à des recommandations de prise en charge pour ces patients. Notre cohorte a été constituée donc, à partir des données moléculaires pour 29 patients qui étaient disponibles à Tours parce que c'était un gène dont on effectuait le séquençage ciblé de manière historique. Et on a associé à ces patients-là 9 patients qu'on a trouvés via les laboratoires qui effectuaient des panels de surdité. Et vous voyez ici donc la répartition géographique des patients qu'on a inclus. On a ces patients appartenaient à 28 familles différentes et puis ils avaient un âge qui allait de 3 à 53 ans. Au niveau de leur génotype, on a
retrouvé donc 21 mutations de petite taille ou ponctuelles, avec 14 d'entre elles qui n'étaient pas décrites dans la littérature, c'est celles qui sont soulignées ici. Et on peut remarquer que les mutations faux sens sont uniquement dans les domaines POU spécifiques et domaine POU. On avait également 4 délétions de plus grande taille, avec 2 d'entre elles qui incluaient uniquement les facteurs de régulation, donc celle-ci et celle-ci, mais qui ne touchaient pas au gène POU3F4. Une qui délétait les facteurs de régulation en plus du gène POU3F4, et une dernière qui était de très grande taille et qui incluait d'autres gènes. Ce qu'on peut voir donc rapidement sur le phénotype auditif, c'est qu'on a une surdité d'apparition prélinguale, on s'en doutait, avec une surdité principalement de perception dans notre cohorte, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver dans la littérature, où on avait plutôt 50% de surdité de perception et 50% de surdité de type mixte. L'ensemble des patients de notre cohorte ont eu une prise en charge par audioprothèse, donc ce qui veut dire que quand même la prise en charge est plutôt bonne pour ces patients-là, avec souvent un diagnostic qui était fait avant 1 an pour les patients les plus jeunes. Et seuls 6 d'entre eux ont eu un implant cochléaire, ce qui peut s'expliquer parce que historiquement, la chirurgie de l'oreille interne n'est pas recommandée pour ces patients-là, et il y a un risque d'aggravation de la surdité lors de cette chirurgie. On pourra y revenir plus tard parce qu'il y a des papiers qui viennent de sortir pour justement essayer de trouver une solution pour ces patients vis-à-vis de cette chirurgie-là. Au niveau des anomalies radiologiques pour l'oreille interne, on a été relativement surpris de voir qu'un des patients n'avait pas de malformation sur son scanner des rochers. C'était un patient qui était inclus dans un panel de surdité. Par ailleurs, ce qui revient donc le plus souvent, c'est les dilatations du conduit auditif interne, l'absence de modulus osseux et les autres dysplasies cochléaires. La malformation caractéristique de cette surdité, c'est la partition incomplète de type 3. Il s'agit en fait d'une malformation typique de la cochlée avec une absence de modulus et excusez-moi, je retrouve plus mes mots, je vous le dirai tout à l'heure si ça me revient, excusez-moi. Au niveau du phénotype neurodéveloppemental, donc on a retrouvé des choses auxquelles on pouvait s'attendre, notamment un retard de développement moteur, des troubles de l'équilibre et des troubles du langage, qui est relativement logique vu qu'il y a une atteinte vestibulaire dans ce syndrome et le déficit auditif. Par contre, on a également mis en évidence que 8 patients avaient un handicap intellectuel ou un retard psychomoteur, des TSA qui étaient relativement fréquents aussi, et des troubles du comportement ou un TDAH dans plus de 14, pour au moins 14 patients de cette étude, donc ce qui est très important. Et on a également pour 13 patients des données d'imagerie cérébrale avec des malformations cérébrales pour 6 d'entre eux. Si on revient un peu plus donc, sur le neurodéveloppement, on sait que les surdités d'apparition périlinguale sont factrices de troubles du neurodéveloppement. Par contre, quand on compare les données de cette cohorte par rapport à d'autres patients qui ont d'autres surdités isolées, notamment toutes les atteintes des connexines, on voit que nos patients ont un langage qui est moins bon, avec une incidence de la déficience intellectuelle qui est plus élevée et plus de troubles du comportement que les autres. On n'a pas pu mettre en évidence, par contre, de corrélation génotype-phénotype. Par ailleurs, le rôle de POU3F4 dans le neurodéveloppement est soutenu par plusieurs arguments biologiques, notamment donc l'expression de POU3F4 dans le mésencéphale et le tube neural au cours de l'embryogénèse, et son rôle dans la différenciation des cellules gliales radiales en neurones durant cette embryogénèse, et par la suite dans la maturation des neurones chez le nouveau-né. Notamment, donc là je vous ai mis un papier de 2020 qui montre l'implication de POU3F4 sur l'inhibition de CTBP2, où on peut voir ici donc des cellules gliales radiales qui ont été transduites grâce à un vecteur lentivirus avec l'expression donc
de CTBP2 dans un vecteur qui avait pas de surexpression de POU3F4. POU3F4, donc c'est Brain4 chez la souris. Et donc une diminution forte de cette expression lorsqu'on surexprime POU3F4, ce qui est également montré donc, par les analyses de Western blot de la protéine. Ça, c'était juste un exemple, mais il y a plein d'autres études qui soutiennent son implication dans d'autres voies neurodéveloppementales. En conclusion, ce qu'on peut dire actuellement, c'est de penser bien sûr à POU3F4 devant des surdités prélinguales progressives, modérées à profondes, associées à des malformations du scanner des rochers. Faites attention, s'il vous plaît, au suivi de vos patients sur le neurodéveloppement parce qu'on a eu énormément de difficultés à avoir des informations. Ces pauvres patients étaient souvent perdus dans la nature, vus une fois ou deux par les généticiens ou par les ORL. Et par la suite, personne s'en charge. Et bien sûr, du coup, au vu de ces nouvelles données, restez plus prudents sur le conseil génétique et le pronostic donné à ces patients. Je vous remercie de votre attention. Je remercie particulièrement le professeur Toutain et le docteur Marlin pour m'avoir confié ce projet, ainsi que tous les cliniciens qui m'ont fourni les données des patients. Merci, merci, merci. On fera attention à l'avenir au suivi de nos patients, crois-moi. Et donc, est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, la question moi, qui me brûlait, mais tu as répondu. Est-ce que c'est pas la surdité ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, par exemple, un enfant qui est dépisté tard, et il aura des troubles du langage, et puis c'est pas inhabituel de voir des enfants avec des troubles du spectre autistique qui sont sourds. Enfin, du moins, chez qui on dépiste une surdité. Oui, tout à fait. Parce que ça, on sait faire, ça. Oui. Oui, effectivement, c'était une des difficultés de ce travail, déjà pouvoir caractériser les troubles du neurodéveloppement chez ces patients, parce que généralement, ça demande soit l'implication importante de la famille, soit des personnes qui connaissent un minimum le langage des signes. Ce qui est assez peu fréquent. Et par la suite, d'avoir des cohortes de patients atteints de surdité, mais sans ces anomalies. Là, vous avez comparé avec la connexine, c'est ça ? Oui, tout à fait. Des surdités de... Oui, de connexine qui sont très bien décrites et pour lesquelles on a quand même beaucoup de recul. D'autres questions ? Pardon ? Oui, excuse-moi. Ah, sur le... Oui ? C'est toi ou c'est l'ordinateur ? C'est sur le chat. Il demande si vous avez comparé le phénotype des mères. Alors non, dans cette étude, on s'est intéressé uniquement au phénotype des garçons et du coup des hommes, parce qu'il y en a qui ont grandi depuis. Par contre, il y avait un autre papier publié par l'équipe de Tours il y a quelques années sur le phénotype des mères, mais je n'ai pas encore comparé entre les deux. On a publié il y a quelques années avec Sandrine Marlin un papier sur le phénotype des femmes hétérozygotes. Malheureusement, c'était sur une très petite série. Mais donc on a eu d'autres observations avec les familles qu'on a vues par la suite. Donc un certain pourcentage de femmes hétérozygotes ont un petit déficit auditif qui peut être progressif, qui est postlingual, qui est un déficit vraiment modéré, enfin léger à modéré, mais qui peut s'aggraver avec le temps. Et on a très peu d'imagerie pour les femmes, mais pour la petite série qu'on a pu tester en imagerie, il n'y en avait quasiment pas qui avaient des malformations. On en a retrouvé une seule qui avait une malformation de l'oreille interne. Voilà, mais c'était une toute petite série, donc un travail préliminaire qu'il faudrait vraiment approfondir. Merci beaucoup.